Vous savez The exactement world comment needs cela our commence, care. parce que Let's cela nous start arrive à planting tous. Vous sortez dans votre jardin par une belle matinée de juillet, un café à la main, satisfait de la saison. Le soleil se lève à peine, la rosée est encore sur l'herbe, et vous avez enfin un moment pour What respirer. a beautiful day in Et puis, Listen vous le voyez, closely. We have les feuilles de vos tomates ont été grignotées pour ressembler à de délicats napperons de dentelle. Une file de pucerons remonte les tiges de vos poivrons, comme s'ils étaient chez eux. Et ce plant de courge que vous avez choyé depuis une graine en mars. Celui dont vous étiez si now where fier. could they be? Quelque chose l'a détruit pendant la nuit. Alors que faites-vous? Vous faites exactement ce que j'ai fait pendant 20 ans. Vous paniquez. Vous courez à la remise. Vous attrapez une bouteille de n'importe quoi sur l'étagère. C'est peut-être bio, peut-être pas. Et vous pulvérisez tout. Vous détrempez les feuilles, vous imbibez le sol et vous espérez que tout ira bien. Peut-être que cela fonctionne pendant une semaine. Peut-être que vous obtenez quelques jours de répit. Mais les nuisibles reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Et chaque saison, vous avez l'impression de mener la même guerre avec les mêmes armes. Et d'une manière ou d'une autre, vous perdez encore du terrain. C'est épuisant. Cela vous amène à vous demander pourquoi vous faites cela au départ. Mais voici ce qui a attiré mon attention il y a quelques années et a changé toute ma perspective sur ce qu'un jardin est censé être. Je visitais le comté de Lancaster, en Pennsylvanie, passant du temps auprès des communautés Amish là-bas. Ce sont des gens qui cultivent de la nourriture depuis plus de 300 ans sans une seule bouteille de pesticides synthétiques. Pas une seule goutte. Et quand j'ai regardé leur jardin, je n'ai pas vu de lutte. J'ai vu des plantes qui paraissaient plus belles que les miennes ne l'avaient jamais été. Elles étaient plus saines, plus vigoureuses et présentaient nettement moins de dommages. Je me tenais là, observant rangée après rangée de tomates avec à peine une grignoture, et j'ai dû me poser une question difficile. Que savent-ils que j'ai raté pendant 3 décennies? J'ai lu les livres, j'ai essayé l'huile de neem, la terre de diatomée, les savons. Je pensais que s'il y avait une meilleure façon de faire, je l'aurais trouvée depuis longtemps. Mais debout dans cette terre de Pennsylvanie, j'ai réalisé que j'avais envisagé la lutte contre les nuisibles de manière totalement erronée toute ma vie. On nous enseigne que le jardinage est une série de réactions. Vous voyez un insecte, vous tuez un insecte. Vous voyez une tache, vous pulvérisez une tache. Nous traitons le jardin comme une salle d'urgence. Mais les Amish ne font pas cela. Ils ne réagissent pas aux problèmes après leur apparition. Ils conçoivent leur jardin de manière à ce que la plupart des problèmes de nuisibles ne se développent jamais en premier lieu. Ce changement de pensée change tout. Il s'avère que lorsque vous cessez d'essayer de dominer la nature et que vous commencez à comprendre le système commence à travailler pour vous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement comment il procède, étape par étape, afin que vous puissiez arrêter de mener une guerre et commencer à cultiver un jardin. Dans les communautés Amish, en particulier dans les colonies du comté de Lancaster au sud-est de la Pennsylvanie, il existe un principe directeur qui régit presque tous les aspects de la vie, y compris la façon dont ils traitent la terre. On l'appelle Gelassenheit. C'est un mot allemand, et il est difficile de le traduire parfaitement en français. Mais le sens le plus proche est quelque chose comme s'abandonner à l'ordre naturel, renoncer au contrôle, ou faire confiance au fait que la conception du monde possède un équilibre intrinsèque. Maintenant, je ne suis pas ici pour prêcher la théologie ou la philosophie. Je suis ici pour parler de vos légumes. Mais voici pourquoi ce concept importe tant pour votre jardin. La plupart d'entre nous abordons le jardinage avec un désir de contrôle total. Nous voyons un problème et nous voulons le régler immédiatement. Nous voulons être ceux qui commandent.
Mais la Gelassenheit suggère que votre travail n'est pas de passer outre l'équilibre de la nature, mais de travailler en son sein. Pensez à ce qui se passe réellement lorsque vous pulvérisez un pesticide dans votre jardin. Peu m'importe qu'il s'agisse d'un produit chimique agressif ou d'une bouteille de savon biologique. Lorsque vous pulvérisez, vous court-circuitez le système. Vous jouez à Dieu à petite échelle. Vous tuez les nuisibles, bien sûr. Vous éliminez les pucerons sur votre chauffe-frisée. Mais vous tuez aussi les coccinelles, les chrysopets, les guêpes parasitoïdes et les carabes. Vous tuez les créatures mêmes qui travaillaient déjà gratuitement à contrôler ces nuisibles. Voici le piège dans lequel nous tombons. Les nuisibles comme les pucerons et les acariens se reproduisent incroyablement vite. Ils peuvent s'en remettre d'une pulvérisation en quelques jours. Mais les prédateurs, les bons insectes, mettent beaucoup plus de temps à s'en remettre. Ainsi, lorsque vous pulvérisez, vous remettez les compteurs à zéro, mais vous jouez contre votre propre camp. Les nuisibles reviennent dans un jardin qui est maintenant vide de leurs ennemis naturels, et leur population explose encore plus qu'avant. C'est pourquoi vous avez l'impression de toujours vous battre. Vous avez supprimé le système immunitaire du jardin. Les Amish ont compris, au fil des générations d'observation, ce que la science moderne des sols et l'entomologie confirment aujourd'hui. Si vous construisez un jardin qui soutient l'ensemble du système, le système se gère de lui-même. Quand vous voyez quelques insectes, vous ne paniquez pas. Vous pratiquez un peu de Gelassenheit. Vous avez confiance dans le fait que si les nuisibles sont là, les prédateurs arrivent. Vous renoncez au besoin de tuer tout ce qui bouge. Et en échange, vous obtenez un jardin qui travaille pour vous. Vous n'avez pas à combattre la nature quand vous laissez la nature mener le combat pour vous. Ce changement de pensée a tout changé pour moi. Et le plus beau, c'est que cela n'a pas nécessité l'achat d'un seul produit. Cela m'a simplement demandé de prendre du recul. Il s'agit de passer du statut de soldat dans une guerre à celui de gardien d'un système. Une fois que vous acceptez que vous n'êtes pas le seul à travailler dans votre jardin, la pression retombe. Vous réalisez que vous avez des alliés. Et dans les parties suivantes, je vais vous montrer exactement comment construire les fondations qui invitent ces alliés et leur donnent envie de rester. La première chose que les jardiniers Amish comprennent est que la lutte contre les parasites commence dans le sol et non sur les feuilles. C'est là que la plupart d'entre nous nous trompons, moi y compris. Depuis longtemps, nous voyons un insecte manger nos plantes et nous traitons la plante. Mais l'approche Amish dit que si votre sol est adéquat, vos plantes seront assez fortes pour supporter d'elles-mêmes une pression parasitaire modérée. Voici la science derrière tout cela. Un sol sain, riche en matière organique et en vie microbienne, produit des plantes dotées de parois cellulaires plus robustes et de concentrations plus élevées de composés de défense naturelle. Des recherches universitaires de Penn State et de Cornell ont montré que les plantes cultivées dans un sol amendé par du compost biologiquement actif sont nettement plus résistantes aux dommages causés par les parasites et aux maladies. Les plantes sont littéralement plus résistantes. Ce n'est pas du folklore, c'est de la chimie. Voici donc ce qu'il faut faire. Chaque printemps, avant de planter quoi que ce soit, étalez 2 à 3 pouces de compost, bien mûr sur vos plates et barbondes, et incorporez-le dans les 4 à 6 premiers pouces de sol. Si vous pouvez vous procurer du compost comprenant du fumier vieilli, c'est encore mieux. Les Amish utilisent beaucoup de fumier de cheval et de vache composté durant l'hiver. Cette combinaison de matière végétale et de déjections animales crée un microbiome du sol, incroyablement diversifié. Si vous n'avez pas accès à du fumier vieilli, du compost domestique ordinaire ou un compost en sac de bonne qualité fera l'affaire. La clé ici est la régularité. Ne le faites pas une seule fois en attendant des miracles. Les Amish enrichissent leur sol chaque année, saison après saison.
Après 2 ou 3 ans d'apports annuels de compost, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Vos plantes seront visiblement plus vigoureuses et vous constaterez moins de dégâts dus aux parasites dans l'ensemble. Pas de dégâts nuls. La nature ne fonctionne pas ainsi, mais nettement moins. J'ai commencé à faire cela il y a environ 4 ans, et la différence pour mes plants de tomates et de poivrons à elles seules en valait la peine. Ils ont des tiges plus épaisses, un vert plus foncé, et ils se remettent de l'attaque de petits parasites beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Une chose à garder à l'esprit concernant le calendrier. Si vous êtes dans les zones 3 à 5, où la saison de croissance est plus courte, épandez votre compost dès que le sol peut être travaillé au printemps, idéalement 3 à 4 semaines avant la date de votre dernier gel. Cela donne à la biologie du sol le temps de se réveiller avant la transplantation. Dans les zones 7 à 9, vous pouvez ajouter du compost à la fin de l'hiver et commencer encore plus tôt. Cette étape suivante est celle où l'approche Amish commence vraiment à se distinguer d'un jardin conventionnel. Et honnêtement, c'est la partie qui m'a le plus surpris. La plupart des jardins américains sont plantés en rangées nettes de cultures uniques. Des tomates ici, des haricots là, des courges tout au bout de ce côté. C'est ordonné et cela facilite la récolte, mais pour un nuisible, une longue rangée d'une seule culture est essentiellement un buffet à volonté, avec une enseigne lumineuse indiquant le chemin. Les jardiniers amish mélangent les choses à dessein. Ils intercalent des herbes aromatiques et des fleurs directement parmi leurs légumes. Et la raison est d'une simplicité magnifique. La plupart des ravageurs du jardin trouvent leurs plantes cibles grâce à l'odorat. Pucerons, pierrides du chou, sphinx de la tomate, chrysomèles du concombre, ils s'orientent tous en suivant les signaux chimiques que leurs plantes hôtes libèrent. Lorsque vous entourez ces plantes hôtes de compagnes à forte odeur, vous créez ce que les entomologistes appellent la confusion olfactive. Le nuisible ne peut littéralement pas trouver vos tomates parce que le basilic, les œillets d'Inde et l'aneth étouffent le signal. Voici exactement comment mettre cela en place. Pour chaque groupe de 3 à 4 plantes de tomates, insérez un plant de basilic à environ 8 à 10 pouces de la base de chaque tomate. Le basilic repousse les pucerons, les alerodes et les sphinx de la tomate. Et en prime, de nombreux jardiniers jurent que cela améliore la saveur des tomates. Les Amish plantent ces deux-là ensemble depuis des générations. Entre vos rangées de choux, de brocolis ou de choux frisés, plantez de l'aneth ou de la coriandre tous les 12 à 14 pouces. Ces herbes repoussent les pierrides du chou et les vers du chou importés. Mais voici le double avantage. Quand l'aneth et la coriandre fleurissent, ils attirent les guêpes parasitoïdes et les cirfes, qui sont des prédateurs voraces de pucerons et de chenilles. Ainsi, vous repoussez un groupe de nuisibles, tout en recrutant leurs ennemis naturels en même temps. C'est ce genre d'efficacité que les Amish ont intégré dans leur jardin depuis des générations. Autour de la bordure de vos plates-bandes, plantez des œillets d'Inde. Pas les grandes roses d'Inde, mais les plus petites variétés d'œillets d'Inde. Espacez-les d'environ 10 à 12 pouces. Les racines des œillets d'Inde libèrent un composé appelé alpha-tertiényl dans le sol, qui élimine les nématodes agales. Et leur forte odeur au-dessus du sol décourage les alerodes et les punaises de la courge. Ce n'est pas seulement une tradition. Des recherches menées par plusieurs universités agronomiques ont confirmé l'effet de suppression des nématodes des œillets d'Inde. Cette troisième étape est celle que j'ai complètement négligée pendant la majeure partie de ma vie de jardinier, et je pense que beaucoup d'entre nous font de même. Nous dépensons toute cette énergie à essayer de tuer les mauvais insectes, et nous oublions d'inviter les bons. Les Amish ne commettent pas cette erreur. Ils ont toujours compris qu'un jardin sain n'est pas un jardin sans insectes. C'est un jardin avec les bons insectes. Voici ce que je veux dire.
Une seule coccinelle peut manger jusqu'à 50 pucerons en une seule journée. Une larve de chrysopée peut consommer 200 pucerons au cours de sa courte vie. Les guêpes parasitoïdes pondent leurs œufs à l'intérieur des sphinx et des vers du chou, les tuant de l'intérieur. Les carabes patrouillent à la surface du sol la nuit, mangeant les limaces, les vers gris et les larves. Ce sont vos alliés, et les Amish conçoivent leurs jardins spécifiquement pour les garder à proximité. Le moyen le plus simple d'encourager ces prédateurs bénéfiques est de créer ce que l'on appelle une bande insectaire. Il s'agit d'une petite section de votre jardin, ne serait-ce qu'une rangée de 2 pieds, de large le long d'un bord, plantée de fleurs et d'herbes dont les insectes auxiliaires ont besoin pour le nectar et le pollen. Les meilleures plantes pour cela sont l'alissonne maritime, l'achillée millefeuille, le fenouil, l'aneth et la carotte sauvage. Vous devez les planter dans une bande dense et les laisser fleurir toute la saison. La clé est une floraison continue. Vous avez besoin que quelque chose fleurisse du début du printemps jusqu'à l'automne, afin que les auxiliaires aient toujours une source de nourriture. Voici l'installation pratique. Le long d'une bordure de votre jardin, plantez une rangée d'alissonne maritime à l'avant, car il reste bas et fleurit toute la saison. Derrière, alternez des plants d'achillée et d'aneth à environ 10 à 12 pouces de distance. Si vous avez de la place, ajoutez quelques plants de fenouil à l'arrière. Cette bande bourdonnera de cirphes, de guêpes parasitoïdes, de chrysopes et de coccinelles quelques semaines après les premières floraisons. Une fois que ces populations sont établies, elles patrouillent dans tout votre jardin. Les Amish laissent également de petites zones de leur propriété un peu sauvages à dessein. Un carré de trèfle près du jardin, une bande non fauchée le long de la clôture, un tas de pierres ou de vieilles bûches où les carabes peuvent s'abriter. Ce ne sont pas des signes de paresse. Ce sont des habitats. Chaque insecte bénéfique a besoin d'un endroit pour vivre, se reproduire et hiverner. Si votre jardin est parfaitement manucuré avec un sol nu entre chaque rangée, vous accrochez essentiellement un panneau complet pour les créatures mêmes que vous souhaitez attirer. Si vous jardinez dans les zones 4 à 6, où les populations d'insectes bénéfiques peuvent mettre plus de temps à se constituer au printemps, vous pourriez envisager d'acheter un lâcher de coccinelle ou d'œufs de chrysope tôt dans la saison pour donner un coup de pouce. Mais assurez-vous d'avoir d'abord mis en place l'habitat fleuri. Sinon, ils s'envoleront simplement pour trouver de la nourriture ailleurs. C'est une erreur que j'ai commise ma première année. J'ai acheté un sac de coccinelles, je les ai relâchées, et elles étaient parties le lendemain matin parce que je ne leur avais pas donné de raison de rester. Cette étape suivante est l'une de mes préférées, car elle est astucieuse d'une manière qui vous fait sourire une fois que vous l'avez comprise. Au lieu d'essayer d'éloigner entièrement les nuisibles de votre jardin, les Amish les invitent parfois exprès, mais ils les envoient à la mauvaise adresse. C'est ce qu'on appelle la culture piège. L'idée est simple. Vous plantez quelque chose que le nuisible aime encore plus que votre culture principale, et vous le plantez sur les bords de votre jardin où il les éloigne des légumes qui vous importent vraiment. Les capucines sont la plante piège classique des Amish. Les pucerons sont follement attirés par les capucines, bien plus que par vos haricots ou vos poivrons. Si vous plantez des capucines en cercle tout autour de votre jardin ou aux extrémités de vos rangs, à environ 15 à 20 cm d'intervalle, les pucerons se regrouperont sur les capucines et délaisseront en grande partie vos cultures principales. Cela agit comme un véritable aimant. Une fois que les capucines sont couvertes de pucerons, vous avez 2 options. Vous pouvez arracher les plantes et vous en débarrasser, ou, mieux encore, les laisser sur place pour que les coccinelles et les chrysopes de votre bande de fleurs auxiliaires viennent s'en régaler. C'est l'ensemble du système qui travaille de concert. Vous concentrez essentiellement la source de nourriture de vos insectes auxiliaires en un point précis,
afin qu'ils puissent accomplir leurs tâches plus efficacement. Pour les altises, qui sont un cauchemar pour les aubergines et les jeunes brassicacées, plantez un rang de radis comme plante piège à environ 60 cm devant votre culture principale. Les altises préfèrent les feuilles de radis et s'y rassembleront en premier. Il vous suffit de sacrifier les fans de radis pour que vos aubergines restent épargnées. Vous ne cultivez pas ces radis pour vous, vous les cultivez pour les insectes. La courge Blue Hubbard est une autre plante piège traditionnelle que les Amish et de nombreux jardiniers de Nouvelle-Angleterre utilisent depuis des générations. Si vous cultivez n'importe quel type de courge ou de citrouille, le fait de planter quelques plants de courge Blue Hubbard aux coins les plus éloignés de votre jardin attirera les perceurs de la courge et les chrysomèles du concombre loin de votre culture principale. Ils sont de véritables aimants pour ces ravageurs. Vous n'essayez pas de sauver la Blue Hubbard. Vous l'utilisez comme un leurre. La beauté de la plante piège est qu'elle ne nécessite aucune pulvérisation, aucun produit et aucun travail quotidien. Vous la plantez une fois et elle est efficace toute la saison. Les ravageurs font exactement ce que la nature a prévu qu'ils fassent. Ils le font simplement à un endroit qui ne vous dérange pas. Cette étape suivante est celle qui semble la plus démodée. Et honnêtement, c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne. Chaque jardinier Amish avec qui j'ai discuté dans le comté de Lancaster parle de la promenade matinale comme d'une simple partie de la journée, au même titre que prendre son petit déjeuner ou nourrir les animaux. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas compliqué. Mais c'est peut-être l'habitude de lutte antiparasitaire la plus efficace que vous puissiez adopter. Voici à quoi cela ressemble. Chaque matin, idéalement tôt avant que la chaleur ne s'installe, vous parcourez lentement votre jardin. Vous ne vous contentez pas d'admirer vos tomates, vous observez. Vous retournez les feuilles, vérifiez le dessous du feuillage des courges et suivez chaque tige du regard. Quand vous trouvez un nuisible, vous le retirez à la main et le jetez dans un petit seau d'eau savonneuse. Je sais que cela semble presque trop simple pour avoir de l'importance, mais voici pourquoi cela fonctionne. La plupart des dommages causés par les nuisibles ne sont pas le fait d'un ou deux insectes. Ils surviennent parce qu'on a laissé une petite population exploser sans contrôle. Un seul sphinx de la tomate peut dépouiller une branche entière en 48 heures. Au moment où vous remarquez les dégâts et courez chercher un vaporisateur, vous avez déjà pris du retard. La promenade matinale Amish permet de repérer les problèmes lorsqu'ils sont encore mineurs. 2 sphinx le lundi deviennent 0 sphinx le lundi, au lieu de 20 sphinx le vendredi. Accordez-vous 15 à 20 minutes. Pour les tomates, cherchez les sphinx sur les feuilles du A. Ils sont gros, mais se camouflent parfaitement. Alors cherchez leur déjection sombre sur les feuilles en dessous pour les débusquer. Pour les courges et les concombres, retournez les feuilles et cherchez des grappes de petits œufs de couleur bronze sur le dessous. Ce sont des œufs de punaise de la courge. Et les gratter avec l'ongle maintenant vous évitera un énorme mal de tête plus tard. Pour les brassicacées comme le chou et le brocoli, cherchez les petites chenilles vertes et les papillons blancs qui voltigent autour de vos plantes pour pondre leurs œufs. Maintenant, voici quelque chose que j'ai appris d'une famille Amish et que je n'ai vu mentionner dans aucun guide de jardinage classique. C'est une technique pour protéger les jeunes plants repiqués, qui est presque trop simple pour y croire jusqu'à ce qu'on l'essaie. Lorsqu'ils mettent un dehun semis en terre, ils placent un collier fait d'un tube en carton autour de la base de chaque plante. Ils utilisent de vieux rouleaux de papier toilette ou coupent des rouleaux d'essuie, tout en sections. Vous enfoncez le carton d'environ 1 pouce dans le sol et le laissez dépasser d'environ 2 pouces au-dessus de la surface. Ce collier en carton crée une barrière physique contre les vers gris, qui sont des larves rampant à la surface du sol la nuit et rongeant les tiges des jeunes pleins plants.
Les vers gris sont responsables de plus de pertes de semis que la plupart des jardiniers ne le pensent. Une fois qu'ils ont sectionné la tige, la plante est perdue. Le collier les arrête net. Mieux encore, le carton se décompose naturellement en 4 à 6 semaines, juste au moment où la tige de la plante a suffisamment durci pour que les vers gris ne puissent plus la mordre. Pas de plastique, pas de déchets, pas de produits chimiques. J'ai commencé à utiliser ces colliers il y a 3 saisons, et je suis passé de la perte de 5 à 8 plants chaque printemps à presque aucune. Si vous jardinez sur une plus grande surface, par exemple un quart d'acre ou plus, la promenade matinale prend plus de temps et vous ne pourrez peut-être pas tout attraper à la main. Dans ce cas, les Amish utilisent mais souvent des voiles de forçage légers sur leurs brassicacées et leurs jeunes plantes de courge. Ce tissu laisse passer la lumière et l'eau, mais agit comme un mur physique contre les papillons et les coléoptères qui pondent leurs œufs. N'oubliez pas de le retirer dès que vos plantes de courge et de concombre commencent à fleurir pour que les pollinisateurs puissent atteindre les fleurs. Nous avons parlé de la préparation du sol, de la confusion des nuisibles par les odeurs et de l'invitation des prédateurs à faire le gros du travail. Mais je fais cela depuis assez longtemps pour savoir que la nature ne suit pas toujours le plan. Parfois, vous avez un printemps humide qui engendre des pucerons par millions. Parfois, un hiver doux ne parvient pas à tuer les larves de coléoptères. Lorsque l'équilibre bascule trop et que vos plantes sont réellement menacées, vous devez intervenir. Mais même là, les Amish ne choisissent pas l'option radicale. Ils ont une dernière ligne de défense qui respecte le système qu'ils ont mis en place. C'est la seule étape qui implique réellement de fabriquer quelque chose, et même là, cela prend environ 10 minutes de travail. Il s'agit d'un spray répulsif maison fabriqué à partir d'ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine en ce moment même. J'ai appris cette recette d'un voisin Amish du comté de Lancaster, et c'est celle vers laquelle je reviens toujours parce qu'elle est efficace, bon marché et sûre. Voici la méthode exacte. Prenez 4 ou 5 gousses d'ail et 2 piments forts. Le piment de Cayenne fonctionne très bien, mais n'importe quel piment fort fera l'affaire. Hachez-les grossièrement. Vous n'avez pas besoin de les émincer parfaitement. Contentez-vous de les ouvrir. Ajoutez-les à un quart de d'eau tiède et laissez le mélange infuser toute la nuit, pendant au moins 12 heures. Cette période d'attente est cruciale car elle permet aux composés actifs, la capsaïcine des piments et les composés soufrés de l'ail, d'infuser l'eau. Le lendemain matin, filtrez le mélange à travers une étamine ou un tamis fin dans un flacon pulvérisateur. Ensuite, ajoutez une cuillère à café de savon, liquide vaisselle. Soyez prudent ici. Vous voulez du savon vaisselle ordinaire, pas un dégraissant puissant ou un détergent avec beaucoup d'additifs. Le savon sert à 2 choses. Premièrement, il agit comme un tensioactif, aidant le spray à adhérer aux feuilles cireuses au lieu de simplement glisser. Deuxièmement, il aide à décomposer le revêtement cireux protecteur des insectes à corps mou comme les pucerons et les acariens, les desséchants. Lorsque vous l'appliquez, concentrez-vous sur le dessous des feuilles, car c'est là que la plupart des nuisibles se cachent du soleil et des prédateurs. Et ceci est important. Ne vaporisez jamais cela en plein soleil de midi ou lorsque les températures grimpent. Le savon peut amplifier les rayons du soleil et causer de légères brûlures sur les feuilles. Le meilleur moment est tôt le matin ou tard le soir. Une application suffit généralement à tenir les nuisibles à distance pendant 5 à 7 jours, mais vous devrez en remettre après une forte pluie. Maintenant, je tiens à être franc avec vous sur ce que ce spray fait et ce qu'il ne fait pas. Si vous avez l'habitude des pesticides synthétiques, vous pourriez être déçu au début, car vous ne verrez pas les insectes tomber raides morts instantanément. Ce spray ne tue pas au contact comme un agent neurotoxique. C'est un répulsif. Il donne à vos plantes une odeur et un goût terrible pour les insectes. Alors ils décident de passer leur chemin. C'est un panneau « Entrée interdite »
pas une condamnation à mort. Cette distinction est importante, car elle s'aligne avec tout ce dont nous avons discuté. Si vous anéantissez chaque insecte de votre jardin avec un produit chimique agressif, vous affamez les coccinelles et les chrysopes que vous avez travaillé si dur à attirer dans la partie. Mais si vous vous contentez d'éloigner les nuisibles ou de réduire leur population à un niveau gérable, le système reste intact. Ce spray est un outil de correction, pas d'annihilation. C'est le plan de secours, lorsque le sol, les cultures pièges et les insectes auxiliaires ont besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. C'est la dernière pièce du puzzle qui vous permet de gérer une crise sans détruire l'écosystème que vous avez passé toute la saison à construire. Nous avons parcouru beaucoup de chemins aujourd'hui. Nous avons parlé de la biologie du sol, du compagnonnage des plantes, des cycles de vie des insectes et des remèdes faits maison. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout cela, j'espère que ce n'est pas seulement une liste de conseils de jardinage. J'espère que c'est une façon différente de regarder le monde derrière votre fenêtre. Pendant des années, j'ai regardé mon jardin et j'y ai vu un champ de bataille. Chaque insecte était un ennemi, et chaque trou dans une feuille était une défaite. Cet état d'esprit est épuisant. Il vole la joie même du travail. Ce que les Amish m'ont appris, et ce que j'espère vous avoir transmis, c'est que le jardin n'est pas une zone de guerre. C'est une communauté. C'est un système vivant qui ne demande qu'à être en bonne santé si vous lui donnez simplement les bons outils pour s'équilibrer de lui-même. Quand vous cessez de vouloir stériliser votre jardin et que vous commencez à chercher à le renforcer, l'anxiété disparaît. Vous ne vous inquiétez plus pour chaque puceron parce que vous savez que les coccinelles sont en patrouille. Vous ne paniquez plus lors d'une période de sécheresse parce que vous savez que votre sol riche en compost retient l'eau comme une éponge. Vous cessez de courir au magasin pour trouver des solutions parce que vous réalisez que les solutions sont déjà dans le sol, dans les racines et dans les insectes qui bourdonnent autour de vous. C'est là le véritable bénéfice. Oui, vous obtenez de meilleures tomates. Oui, vous économisez de l'argent sur les courses et les produits chimiques. Mais la vraie valeur, c'est la tranquillité d'esprit. C'est la sensation de sortir le matin, café à la main, et de voir un système qui fonctionne. C'est la confiance tranquille de savoir que vous dépendez moins de la chaîne alimentaire industrielle et que vous êtes plus connecté à la terre qui se trouve juste sous vos pieds. À présent, je sais que cela peut sembler beaucoup à assimiler. Vous vous dites peut-être que c'est beaucoup de travail de déplacer tout ce compost ou de replanter tout votre aménagement. Alors voici mon conseil. Ne le faites pas. N'essayez pas de tout faire en même temps. C'est le moyen le plus rapide de s'épuiser. Commencez petit. Choisissez une planche de culture. Plantez une bande d'Allison. Essayez les colliers en carton sur vos poivrons seulement cette année. Le jardinage est un projet de longue haleine. Les Amish n'ont pas construit leur sol en un jour, et vous n'y arriverez pas non plus. Cela demande du temps, cela demande de la patience, et cela demande la volonté d'apprendre de ce qui se passe, saison après saison. Mais je vous le promets, si vous commencez à déplacer votre attention de l'extermination des nuisibles vers la santé globale, vous regarderez en arrière dans quelques années et vous réaliserez que vous ne faites plus seulement pousser un jardin. Vous faites croître un écosystème. Et c'est une chose puissante que d'en faire partie.